un dernier chapeau, et un secret fatal cousu sous le bord. Bienvenue dans Contes policiers. Je suis votre animateur Matisse. Je suis toujours inspiré par cette communauté grandissante. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous écoutez. Vos messages donnent vraiment vie à ces mystères. C'est parti. C'était un de ces jours de fin d'été dans le village de Hemsley-on-Wyre, où le soleil semblait se dorer paresseusement sur les pelouses, et où les hortensias se prélassaient dans la chaleur, comme s'ils écoutèrent le commérage des abeilles. Le parfum des tartes aux framboises et de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air, tandis que les tasses en porcelaine tintaient poliment sur leurs soucoupes. La fête annuelle du Garden Club, organisée cette année sur le parc impeccable de Bramblewood House, avait attiré presque tous les habitants respectables du village. Mademoiselle Jane Marple, confortablement installée à l'ombre d'un parasol blanc près de la bordure de rose, sirotait son thé léger et observait le flux et le reflux des conversations comme un entomologiste chevronné, observant la danse des papillons. Même si elle savait très bien que sous chaque battement d'aile, il y avait souvent une piqûre. Ses yeux bleu pâle, perçants, curieux et discrets, passèrent de l'assiette trop pleine de Madame Featherstone à la main ferme avec laquelle le révérend Bletchley tenait sa limonade. Miss Marple observait ces choses sans porter de jugement, seulement avec une attention calme et constante. Près de la table des rafraîchissements, une grande silhouette se détachait. Monsieur Archibald Archie Renshaw, ancien chapelier londonien de la petite royauté, fraîchement retraité du village et récemment nommé président honoraire du Garden Club, aux grandes dames de ceux qui se souvenaient de l'époque où les comités locaux n'étaient pas dirigés par des étrangers, aussi polis fussent-ils. Renshaw avait le don de charmer les dames et d'irriter les messieurs, même si nul ne pouvait nier que ses talents d'ornemaniste n'étaient surpassés que par son talent pour le feutre. « Dites donc », dit la voix flûtée de Primrose Lawton, la nièce célibataire du pasteur. Archie a mis le paquet avec les décorations de table cette année. Regardez ce centre de table, une véritable réplique d'un chapeau melon orné de soucis. « C'est criard, à mon avis, » renifla Madame Featherstone, « et pas très anglais. Mais la flatterie et la civilité feinte étaient la monnaie courante des fêtes de village. Et donc les sourires étaient peints, les joues pincées, et les secrets bien cachés, pour le moment. Puis vint le cri. C'était net, court et indéniablement réel. Le bavardage du jardin s'est tu en un instant, tandis que les têtes se tournèrent vers la serre, d'où le jeune Timothy Blake, assistant d'une troupe de scouts et lépidoptériste amateur, est sorti en titubant, pâle comme de l'albâtre. Non poli. Dans le « c'est Monsieur Renshaw ». Un cliquetis de porcelaine suivit lorsque Madame Elspeth Hammond laissa tomber sa tasse de thé. Miss Marple se leva lentement, posa sa tasse avec précision et se dirigea vers la serre. Elle n'était ni la première ni la plus rapide, mais elle serait celle qui comprendrait. À l'intérieur, parmi les bégonias et les concombres grimpants, M. Archibald Renshaw était affalé, sa cravate de soie étrangement enroulée autour du cou, le visage d'une ombre profonde et surnaturelle. Un chapeau de paille, son panama emblématique, était posé à proximité, parfaitement posé sur un tabouret de jardinage. La serre était chaude, mais pas étouffante. Rien ne semblait visiblement cassé, renversé ou volé. La seule chose qui clochait vraiment, c'était l'homme mort au centre de tout cela. Miss Marple croisa calmement les mains, regardant autour de l'enceinte de verre humide, tandis que les villageois haletaient, planaient et chuchotaient. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à personne en particulier. « C'est tellement soudain et pourtant, j'ose le dire, pas totalement inattendu. » Un nouveau silence s'installa, bien plus lourd que le précédent. Elle se retourna, observant silencieusement la foule qui s'amassait, visage choqué, regard perçant, respiration trop rapide. Certains pleuraient, d'autres faisaient semblant, et d'autres encore planifiaient déjà comment tirer le meilleur parti de la tragédie du jour. Miss Marple, bien sûr, les écouterait tous. Le village de Hemsley-on-Wyre réagissait mal à la mort,
surtout lorsqu'elle était brutale et imprévue. Si les habitants se targuaient de gérer les calamités avec sang-froid, un chien perdu, un scone trop cuit, ou même le léger malaise cardiaque du vicaire à Pâques, le meurtre était une toute autre affaire. À l'heure du thé, le lendemain, de la mort prématurée de M. Archibald Renshaw, le village tout entier était devenu un véritable bourbier de spéculation. Les conversations qui auraient normalement porté sur les recettes de confiture, la plantation de bulbes d'automne ou le dernier scandale impliquant le chat de Madame Langtry tournaient désormais autour d'un seul sujet, qui a tué le chapelier. La maîtresse de poste, Miss Ivy Carrington, fut la première à suggérer un acte criminel dans sa file d'attente du matin, bien qu'elle n'ait pas plus de preuves que quiconque. « Les gens ne meurent pas comme ça dans les serres, » dit-elle, en glissant un timbre sur le comptoir avec une précision théâtrale, à moins qu'ils aient manigancé quelque chose, ou que quelqu'un ait manigancé quelque chose avec eux. Archie avait vraiment un don avec les dames, murmura Madame Elspeth Hammond, visiblement encore sous le choc d'avoir fait tomber son thé la veille. Trop de dons, à mon avis. Ce sourire était toujours un peu trop complice. Depuis son salon de coiffure près de la place, M. Sidney Pratt a déclaré qu'il s'agissait d'un cas évident de surmenage, soulignant que l'homme portait une cravate dans une serre, un coup de chaleur probablement. Quel acte stupide. Mais son ton manquait de conviction. À l'auberge du Sanglier Rouge, cependant, les théories coulaient plus librement que le cidre. Il avait des ennemis, croyez-moi, dit Horace Lumley en essuyant un verre de pinte qui n'avait pas été sali. On ne peut pas se pavaner avec une canne à pommeau d'argent sans marcher sur les pieds de certains. Vous avez vu la tête d'Harold Beasley quand Renshaw l'a devancé. À la présidence du club, le tonnerre. Harold ne ferait pas de mal à une mouche, murmura Doris Meacham, la cuisinière de l'auberge. Mais sa femme, Marjorie, elle pourrait vous étrangler avec une serviette en dentelle et vous obliger à la remercier pour le plaisir. Pendant ce temps, Marjorie Beasley était chez elle, raccommodant des chaussettes avec une sérénité troublante. Lorsque sa voisine, Madame Dorothy Henshaw, lui rendit une visite de courtoisie, à peine déguisée en visite de condoléances, Marjorie lui offrit des biscuits au gingembre et un sourire. « J'ai toujours dit qu'Archie Renshaw était un homme trop satisfait de lui-même. »« Faites » dit Marjorie en époussetant une miette de son genou. Il donnait toujours des conseils de jardinage à des gens qui ne lui demandaient jamais rien, et la façon dont il traitait la pauvre Olive Pym, Dorothy cligna des yeux. « Olive » Marjorie haussa un sourcil. « Tu as sûrement remarqué ?» Ils marchaient ensemble presque tous les matins pendant des semaines, jusqu'à ce que soudain, ils ne le soient plus. Ils ont dû se disputer. La veuve Olive Pym, une femme tranquille qui aimait les bégonias et la broderie, était en effet remarquablement absente des ruelles de Hemsley-on-Wyre ce matin-là. 2. Retour à Bramblewood House. La police était venue et repartie, laissant derrière elle du ruban jaune, des massifs de roses piétinés et une femme de ménage secouée nommée Gertie, qui insistait sur le fait qu'elle avait vu une grande ombre près de la serre plus tôt dans la journée, mais admettait que cela aurait pu être le reflet du treillis de concombre. La police, représentée par l'inspecteur Crail, avait rapidement éliminé l'évidence. « Aucun signe d'effraction », a-t-il déclaré. « Aucune arme, aucun objet de valeur manquant. La cause du décès semble être une strangulation. Cette cravate était nouée plus serrée qu'un porte-monnaie. » Miss Marple, rentrée dans son cottage près de Church Lane, sirotait sa camomille et réfléchissait. Elle connaissait l'inspecteur depuis des années. Crail n'était pas inintelligent, mais il avait l'habitude de s'accrocher au premier suspect qui lui semblait correspondre à un schéma. Le problème était que dans des villages comme Hemsley, tout le monde correspondre à un modèle. C'était là le danger. Elle se souvint d'une conversation vague entendue quelques semaines plus tôt devant l'épicerie. Archie s'adressait à quelqu'un d'un ton un peu trop ferme, affirmant qu'il ne se laisserait pas réduire au silence. À l'époque,
Elle avait pensé qu'il s'agissait peut-être du vote du club de jardinage. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit lentement et résolument au cimetière, sous prétexte de vérifier l'état des rosiers qu'elle avait aidé à planter près du portail. Elle croisa le révérend Bletchley debout, les bras croisés, scrutant le jardin du presbytère. « Trop horrible, dit-il, avec l'air solennel de quelqu'un qui trouvait que le meurtre faisait mauvaise impression sur sa paroisse. Bien sûr, il faut espérer que ce soit l'œuvre d'un étranger, de quelqu'un de passage. Oh, peut-être, dit Miss Marple en s'agenouillant doucement près des roses. Mais les étrangers savent rarement où se trouve la clé ou quand la femme de chambre prend sa pause. Le révérend cligna des yeux. Vous voulez dire que vous pensez que c'était quelqu'un du village? Oh non, dit Miss Marple, d'une voix douce en tapotant le sol. Je ne suis qu'une vieille idiote. Je trouve quand même étrange que M. Renshaw ait été retrouvé assis si proprement, comme s'il s'attendait à avoir de la compagnie. Le révérend s'apprêtait à répondre lorsqu'un bruit de sabots se fit entendre au loin. Un vélo apparut, alors dérapé, sur lequel le jeune Timothy Blake pédalait avec frénésie. « Mademoiselle Marple !» cria-t-il essoufflé. « Ils ont amené Olive Pym pour l'interroger. »« Mon Dieu !» dit-elle doucement en se levant. « C'était rapide. » Timothy pâlit à nouveau. « On dit qu'elle a été vue en train de se disputer avec lui, il y a environ une semaine. Il s'agissait de promesses faites, puis oubliées. » Le révérend toussa maladroitement. Miss Marple remercia Timothy et poursuivit son chemin, ses pensées prenant forme comme des nuages, se transformant en quelque chose de sombre et de distinct. Si Olive était déjà interrogée, alors Crail avait choisi une suspecte commode, une femme discrète et sans prétention qui ne se défendrait pas vraiment. Et pourtant, Miss Marple se souvenait de la voix d'Olive à la fête, parlant à Renshaw près du treillis de glycine. Elle n'avait pas semblé en colère. Elle avait semblé déçue. Il y avait autre chose aussi, quelque chose que personne n'avait encore mentionné. Le Miss Marple s'arrêta près du sentier, regardant vers Bramblewood House. Renshaw portait toujours son panama emblématique dans le jardin, jamais à l'intérieur, mais il avait été retrouvé dans la serre, soigneusement posé sur le tabouret à côté de lui, comme si quelqu'un avait pris en charge pour le mettre là, pour composer la scène. Ce n'était pas le fruit d'un crime passionnel, c'était délibéré, performatif et profondément troublant. Elle prit note de parler à Gertie, la femme de ménage, dès que possible. Les femmes de ménage voyaient souvent plus de choses qu'elles ne le pensaient. Le soir venu, la nouvelle officielle annonçait qu'Olive Pym avait été libérée dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Mais le mal était fait. Son nom était entré dans la polémique, et il n'en sortirait pas indemne. Miss Marple était assise à son bureau, un châle sur les genoux, et écrivait une courte liste de sa belle écriture à l'ancienne, Renshaw, charmant, ambitieux, secret, Beasley. Rivalité? Ressentiment, Olive Pym. Attachement? Trahison? Gertie. Un témoin? Ou quelque chose de plus? Le chapeau. Pourquoi déplacer? Elle tapota une fois son stylo contre le papier et ajouta une dernière ligne. À qui profite l'absence de Renshaw? Elle sourit faiblement, plia le papier et le plaça dans le tiroir. Demain, elle commencerait à poser des questions, celles qui sonnaient comme une curiosité innocente, celles qui faisaient trop parler. Le lendemain de l'interrogatoire, d'Olive Pym, le village d'Emsley-on-Wyre sembla s'installer dans un silence inquiétant. La vie continuait comme elle devait l'être. On achetait du pain, on postait des lettres, on entretenait les jardins, mais toujours avec un œil sur l'ombre, une oreille attentive au moindre murmure. Olive, quant à elle, n'avait pas été revue depuis sa libération. Ses rideaux étaient restés tirés, le loquet de sa porte intact. Certains disaient qu'elle était en deuil. D'autres suggéraient qu'elle se cachait. Quelques-uns, plus malicieusement, sous-entendaient qu'elle préparait son évasion. Miss Marple, cependant, l'avait aperçue. Brièvement, la veille au soir, Olive à la fenêtre de son salon, immobile,
sa silhouette se découpant dans la lumière de la lampe. Pas une femme préparant une fuite, pensa Miss Marple. Plus probablement une femme essayant de comprendre ce qui avait si terriblement mal tourné. Ce matin-là, Miss Marple prépara un gâteau aux graines, sa recette habituelle mais avec une pincée de muscade, et en emballa une généreuse part dans du papier sulfurisé. Rares sont les portes, répétait-elle souvent, qui ne s'ouvrent pas avec autant de gentillesse que de curiosité. À 10h30 précises, elle frappa à la porte d'entrée d'Olive Pym. Il a fallu un long moment avant qu'il ne s'ouvre. « Mademoiselle Marple, » dit Olive d'une voix sèche comme des feuilles mortes. « Je ne m'attendais pas à... » « Personne ne s'attend à un gâteau aux graines, » sourit doucement Miss Marple. « J'ai pensé que vous pourriez en aimer. Et moi, je déteste. En manger un entier. » Olive hésita, puis s'écarta. « Entrez, s'il vous plaît, juste un instant. » À l'intérieur, la maison était propre, mais un peu étouffante. Un châle froissé reposait sur l'accoudoir du fauteuil, une tasse de thé intacte sur un plateau. La pièce sentait vaguement la lavande et l'anxiété. « Je suppose que tout le monde parle, » dit Olive en acceptant le colis. « Oh oui, » répondit Miss Marple en s'asseyant prudemment au bord d'un pouf. « Mais bon, il parlait tout le temps. C'est ce que font les villages. » Olive baissa les yeux. « Je ne l'ai pas tué, tu sais. Je ne pense pas. » La femme cligna des yeux. « Mais ils ont dit qu'on s'était disputé. Enfin, je ne dirais même pas ça, j'étais bouleversée. Il a rompu avec moi. »« Ah !» dit Miss Marple en joignant les mains. « Il avait le don de faire en sorte qu'une femme se sente spéciale. Et puis, moins spéciale. » Olive eut un petit rire amer. « Il a dit qu'il devait protéger sa réputation, que notre amitié pourrait faire sourciller, comme si j'étais un scandale. » Miss Marple ne dit rien, laissant simplement le silence s'installer. Olive détourna le regard. « J'aurais dû être en colère, j'imagine. Mais surtout, je me suis sentie ridicule. »« Se sentir ridicule, » dit doucement Miss Marple, « est l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions vivre, surtout quand cela se présente sous le couvert de l'amour. » Ils restèrent assis en silence un moment, jusqu'à ce qu'Olive secoue la tête. « Je ne me suis pas approché de la serre ce jour-là, Miss Marple. Je ne supportais même pas de le regarder. »« Je vous crois, » dit Miss Marple, « même si d'autres ne le croient pas. Il faut donc se demander à qui profite cette croyance. Contraire. » Olive leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'on essaie de me piéger ? » ?»« Je pense, » répondit Miss Marple, « qu'il y a beaucoup de vérité dans un village, certaines d'entre elles plutôt gênantes. » Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit à Bramblewood House, sous prétexte de rendre une paire de gants de taille empruntée à Gertie, la femme de chambre pendant la fête. Elle trouva Gertie dans la cuisine, les coudes plongés dans la pâte à pain et les yeux gonflés par les larmes récentes. « Je n'arrête pas de le voir là, » dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, « comme une statue de cire, tout pâle et raide. » Miss Marple hocha la tête avec compassion. « Quelle horreur! C'est vous qui avez fermé la serre la veille, n'est-ce pas? »« Ah oui, mademoiselle. » Comme toujours, M. Renshaw était très exigeant à ce sujet. Il ne voulait pas que les enfants du village fouinent, ni les renards. « Tout à fait. Et la clé? » ?»« Dans le tiroir du majordome, là où il se trouve, toujours. M. Renshaw me l'a confié. » Miss Marple pencha la tête. « Était-il là le lendemain matin ?» Gertie hésita. « Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. La porte était déjà déverrouillée quand je suis descendu. »« dit Miss Marple. « Et avait-il semblé inhabituel la veille? Nerveux, distrait peut-être, maintenant que tu le dis. » Gertie fronça les sourcils. « Il avait une lettre. Elle est arrivée par la poste. Il l'a lue et est resté immobile. Il n'a plus rien dit. Il est parti tailler la clématite. As-tu vu l'enveloppe? Seulement, c'était un papier, épais, crémeux. Il avait l'air cher. Miss Marple a classé cela, les lettres pouvaient être puissantes, surtout celles qui arrivaient sans prévenir. En s'apprêtant à partir,
Elle jeta un coup d'œil à la cuisine. Elle était rangée, propre et sans particularité, à l'exception d'une légère odeur, quelque chose de piquant sous le pain. Et le savon, Miss Marple se pencha vers le poêle et renifla délicatement. Essence de térébenthine. « Oh oui, » dit Gertie, « je m'en suis servi pour nettoyer la peinture des chaussures de M. Renshaw. Il avait marché sur quelque chose. Traduis-le. Il disait que ça avait abîmé le cirage. Il avait laissé ses Richelieu dans le vestiaire, mais j'ai eu un mal fou avec les semelles. »« C'est bizarre de peindre dans une serre, » murmura Miss Marple, « surtout quand on n'y peint pas. » Miss Marple se rendit ensuite sur la place du village où l'on trouvait habituellement Harold Beasley, flânant devant la pharmacie, feignant de regarder la vitrine. Mais ce jour-là, il était bien en vue, adressant un geste animé à M. Pratt, le coiffeur. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il avec un sourire gêné alors qu'elle s'approchait. « Bonjour, Monsieur Beasley, » dit-elle. « Je comprends que vous et M. Renshaw aviez des différends. » Son visage rougit. « Une rivalité amicale, c'est tout. Le Garden Club a toujours été une affaire animée. »« Oh, certainement. Pourtant, certains ont estimé qu'il était arrivé avec un peu trop d'opinion pour un nouveau venu. » Beasley se gonfla d'orgueil. L'homme pensait qu'une haie de buis taillé était le summum de la sophistication. Il croyait tout savoir. Pourtant, vous avez parlé à la fête, très cordialement. Il faut être civilisé en public. Miss Marple sourit. Bien sûr. Et en privé? Il fronça les sourcils, puis soupira. Écoute, je ne l'aimais pas, mais je ne l'ai pas tué non plus. C'était un homme arrogant, mais il ne méritait pas d'être pendu. Personne ne l'est, Monsieur Beasley, mais parfois on fait des choses terribles pour un rien. Et vous auriez préféré cette présidence. Beasley détourna le regard. Je le lui ai dit ce matin-là. Il m'a dit qu'il ne comprendrait jamais ce village, qu'il devrait se tenir à l'écart des affaires locales. Et comment a-t-il réagi? Il a juste souri. Il a dit qu'il avait de plus grands projets. Miss Marple haussa un sourcil. Vraiment? Je me demande ce qu'il voulait dire. Beasley lui lança un regard en coin. Aucune idée, mais je parie que quelqu'un d'autre n'a pas aimé leur son non plus. Au crépuscule, Miss Marple rentra chez elle, l'esprit bourdonnant des conversations de la journée. Il y avait une lettre, une paire de chaussures sales, un chapeau trop soigneusement placé, et un homme qui s'était fait plus d'ennemis en 6 mois que la plupart des gens en toute une vie. Elle s'assit une fois de plus à son bureau, sortit la liste pliée de son tiroir et y ajouta « Lettre d'un expéditeur inconnu de la peinture de Tissot-Sam. La térébenthine sur des chaussures. Pourquoi chapeau placé délibérément? Olive. Motif supposé mais pas d'opportunité. Gertie. Loyal mais effrayé Beasley. Plein de ressentiment. Menacée, elle repensa à la scène. Non pas à la mort, mais à l'arrangement. Une serre, un chapeau, une cravate nouée avec trop de précision. Ce n'était pas un crime de colère, c'était une performance, et quelqu'un quelque part comptait sur le fait que tout le monde passerait à côté de l'essentiel. Miss Marple sourit faiblement, puis éteignit sa lampe. Demain, l'histoire s'approfondirait, comme toujours. À la fin de la semaine, la suspicion à Hemsley-on-Wyre s'était épaissie comme de la crème caillée. Elle imprégnait chaque conversation, s'installait dans chaque épicerie et salon de quartier et teintait chaque hochement de tête amical d'une pointe de spéculation. Les gens étaient là polis, oh exquisément, mais leurs regards se suivaient avec la prudence calculée de chiens de berger plutôt que de voisins. L'inspecteur Crail, dont l'enthousiasme pour les conclusions rapides dépassait de loin son goût pour la subtilité, convoqua une réunion publique à la salle des fêtes pour rassurer la communauté et rétablir l'ordre. Son ton laissait entrevoir moins de réconfort et un triomphe à peine voilé. Miss Marple, assise au 2e rang dans un modeste cardigan lavande, observait tranquillement Crail s'adresser à la petite foule. « Je peux confirmer, a-t-il, annoncer que mademoiselle Olive Pym reste sous surveillance. » Un bruissement résonna dans l'assistance. Personne ne regarda Olive directement, qui avait surpris tout le monde par sa présence. Elle était assise seule, calme mais pâle,
les mains jointes sur ses genoux comme une écolière face au proviseur. Elle avait un mobile, poursuivit Creil. Des témoins attestent d'une relation antérieure avec la défunte. Il y avait conflit, de la jalousie, peut-être même du rejet. C'est possible, murmura Miss Marple dans sa barbe. L'inspecteur l'ignora. De plus, elle ne peut pas expliquer où elle se trouvait pendant les 15 minutes critiques précédant la découverte du corps. Miss Marple cligna des yeux. 15 minutes, une fenêtre précise, mais plutôt pratique. Surtout quand les alibis de la plupart des habitants d'un village tranquille relevaient davantage de la suggestion que de la certitude. « Mais qu'en est-il de ce monsieur Beasley » demanda Sidney Pratt depuis le fond. « Il ne s'est pas disputé. Avec Renshaw ce matin-là » Assez fort pour être entendu à travers la haie. Creil serra les dents. « Nous examinons toutes les conversations pertinentes. Mais le lieu où se trouvait M. Beasley à l'heure présumée de sa mort a été confirmé par plusieurs témoins. Il était au Red Bower, participant à un match de fléchettes. Qu'il a terriblement perdu, murmura quelqu'un. Miss Marple remarqua que Marjorie Beasley lançait un regard perçant à son mari. C'était la première expression qu'elle arborait de la soirée. « Nous sommes convaincus que l'affaire sera bientôt résolue, » a conclu Creil, « mais j'invite chacun à rester vigilant et discret. » Quelques têtes hochèrent la tête. La plupart murmurèrent tandis qu'ils sortèrent dans la nuit. Miss Marple s'attarda comme souvent, observant discrètement les retardataires. Les Beasley partirent d'un pas rapide, Marjorie en tête, Harold à la traîne. Doris Meacham, la cuisinière, de l'auberge, rentra chez elle, bras dessus, bras dessous avec une cousine. Timothy Blake passa à toute vitesse à vélo, et Olive Pym resta assise, fixant le pupitre vide. Miss Marple s'approcha doucement. « Ma chère, dit-elle, tu as été très courageuse de venir. Je pensais que, si je ne le faisais pas, les gens penseraient que j'avais quelque chose à cacher. Ils le feraient peut-être de toute façon, mais ta présence en dit long. » Olive sourit faiblement. « Ça ne me semble pas suffisant. » Miss Marple se pencha légèrement. « Vous souvenez-vous de quoi que ce soit concernant les derniers jours de M. Renshaw qui vous ait semblé inhabituel ?» Olive pensa. Il était agité, grognon, et il commençait à marcher à des heures indues. Tôt le matin, même après la rosée, il détestait avoir ses chaussures mouillées. Il attendait quelque chose, songea Miss Marple, ou quelqu'un. Je pense qu'il avait peur, ajouta Olive, presque pour elle-même. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. La peur était une chose étrange, souvent invisible pour les personnes confiantes, mais évidente pour celles qui avaient connu une véritable déception. Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite au sanglier rouge sous prétexte de récupérer un parapluie oublié. Elle trouva Doris Meacham dans le jardin, en train de cueillir des herbes. « Bonjour, Miss Marple. Le brouillard recouvre toujours les haies ?»« Toujours, » dit Miss Marple. « Avez-vous trouvé votre sage bizarre cette saison ?»« Oh, il est en train de filer comme une flèche. Il ne veut pas rester dans le rang. » Doris eut un petit rire, puis baissa la voix. « Un peu comme Harold Beasley, à mon avis. Il joue aux fléchettes pendant que sa femme le fusille du regard derrière. Son jean. Un drôle de couple. » Miss Marple eut un petit rire. « J'ai toujours trouvé Marjorie précise. Pas méchante, mais franche. Coupée, c'est un bon mot, » acquiesça Doris. « Comme le haut d'un œuf à la coque. Vous souvenez-vous où elle était ce soir-là ? Oh, pas ici. Elle ne vient jamais quand Harold joue aux fléchettes. Elle dit que l'odeur de l'endroit la dérange. Elle était à la maison, je crois, en train de tricoter. Ou de faire semblant. MMH, dit Miss Marple. Et Harold ? Il a perdu le match de façon catastrophique. Il a balancé ses 3 dernières fléchettes par terre. Il a dit qu'il avait mal à la tête. Mais c'est Harold. Il boude plus qu'il ne combat. » Miss Marple la remercia et retourna à Church Lane, son esprit repensant à l'heure. Tout le monde s'empressait de situer Harold au pub, mais personne ne se souvenait avec certitude des faits et gestes de Marjorie. Pourtant, Creil ne l'avait pas mentionné du tout. D'après l'expérience de Miss Marple, cela était généralement significatif.
Elle passa l'après-midi dans son jardin à tailler les fleurs fanées et à laisser ses pensées se poser. L'essentiel, comme toujours, était de comprendre non pas l'événement, mais les personnes qui l'entouraient. Renshaw était arrivé avec charme et ambition, et comme un illusionniste talentueux, il faisait regarder les gens d'une certaine manière, pendant qu'il travaillait d'une autre. Elle se souvenait de l'enveloppe dont Gertie avait parlé, celle qui était chère. Miss Marple écrivit une courte lettre à sa nièce à Londres, lui demandant de se renseigner discrètement auprès d'une amie à la poste. Peut-être quelqu'un pourrait-il lui dire si un colis ou une lettre avait été posté au nom de Renshaw depuis la ville. Il était peu probable que cela donne grand-chose, mais de temps en temps, de petits coups de pouce faisaient tourner les grandes roues. Au crépuscule, elle décida de rendre une dernière visite. Marjorie. Beasley ouvrit la porte, vêtu d'un cardigan en laine et l'air calme. Son salon était impeccable, avec une légère odeur d'huile essentielle de citron. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec une surprise froide, « entrez, s'il vous plaît. J'admirais vos asters, dit Miss Marple. Tellement symétriques. Merci. C'est nouveau cette année. Harold a dit qu'ils étaient trop ostentatoires. Vraiment? Et pourtant, tu les as plantés quand même. » Marjorie s'autorisa un sourire. « Ils gagnent rarement les disputes. » Miss Marple s'assit. « C'est une histoire épouvantable, tout ça. »« Oui. » Marjorie croisa les mains. « Olive Pym doit être hors d'elle. Tu penses qu'elle est capable d'une telle chose ?» Marjorie fronça les sourcils. « Oh, je ne m'avancerai pas, elle a toujours été fragile, facilement blessée. Pourtant, les gens sont imprévisibles. »« Oui, » acquiesça Miss Marple. « Surtout quand ils cachent quelque chose. » Une pause, Marjorie pencha la tête. « Suggérez-vous que je cache quelque chose ?»« Pas du tout. Mais vous connaissiez plutôt bien M. Renshaw, n'est-ce pas ?» Marjorie se redressa. « Seulement par le biais du travail en comité. Je ne l'ai jamais reçu. Pourtant, vous étiez secrétaire lorsqu'il a été élu président. Et vous saviez qu'il était allé à Londres juste avant la fête. » Les doigts de Marjorie tressaillirent. « C'est de notoriété publique. »« Pas vraiment, mais quelqu'un l'a vu à la carré avec une femme, blonde en manteau gris, pas olive. » La voix de Marjorie se fit froide. « M'accusez-vous de jalousie, Miss Marple? Certainement pas, seulement d'être observateur. » Marjorie se leva. « Cette conversation est terminée. » Miss Marple sourit doucement. « Bien sûr, merci pour le thé. » Cette nuit-là, elle retourna une fois de plus à son bureau, sa liste désormais plus longue. Harold, faible, mais couvert Marjorie, froide, calculatrice, sans alibi Gertie. Peut-être en savoir plus enveloppe. Origine inconnue, la peur de Renshaw, et qu'est-ce un levier. Il n'y avait plus aucun doute dans son esprit maintenant. Le premier suspect était opportun. Le deuxième, caché. Mais quelque part entre les deux, sentait Miss Marple, se trouvait la vérité. Patiente, attendant d'être remarquée. Le dimanche, suivant la réunion à la salle des fêtes, un froid glacial se leva. L'air était sec, l'odeur de la fumée de cheminée persistant comme un vieux souvenir. Mademoiselle Marple, assise sur le banc le plus à droite de l'église Saint-Mildred, paraissait plus concentrée que pieuse. Bien qu'elle tienne un recueil de cantiques à la main, ses oreilles étaient attentives, non pas au sermon du révérend, mais aux murmures et aux regards échangés dans les rangs. Les chants de l'assemblée n'avaient jamais été particulièrement enthousiastes, mais aujourd'hui, ils étaient franchement ternes. Après tout, il est difficile de chanter la paix céleste quand ses voisins terrestres sont soupçonnés. À la fin de la cérémonie, les villageois sortirent lentement, s'arrêtant devant le cimetière en petits groupes silencieux. Miss Marple, saluant d'un signe de tête une grâce maîtrisée, s'éloigna discrètement vers le sentier ouest qui serpentait derrière le cimetière. Elle avait pris rendez-vous avec le jeune Timothy Blake, qui avait accepté de lui montrer la serre depuis l'endroit où il avait découvert le corps. Sa nervosité lui rappelait celle d'un moineau pris au piège dans une maison, alerte, voltigeant et ne sachant pas comment se poser. « C'est là que je me trouvais », dit-il en désignant un carré d'herbe juste derrière la haie de houx. « Je cherchais des belles dames.
Elle se prélasse parfois ici au soleil matinal. Miss Marple hocha la tête. « Et qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la serre ?»« J'ai vu quelque chose d'étrange. C'était le chapeau, le panama de M. Renshaw. Il semblait déplacé. Jamais il l'a laissé à l'intérieur. Il disait toujours que ça le faisait transpirer comme une oie bouillie. Alors quand je l'ai vu à travers la vitre, j'ai pensé qu'il l'avait peut-être laissé tomber et qu'il était entré pour le chercher. » « Mais le chapeau n'a pas été laissé tomber, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple Timothy, secoua la tête. « Non, il était assis sur le tabouret, parfaitement, comme s'il avait été arrangé. Et tu l'as vu ? Je ne l'ai pas fait, jusqu'à ce que j'entre. L'éclat de la vitre, je n'ai vu que le chapeau. Mais une fois à l'intérieur, il marqua une pause, le regard noir. « Je n'ai rien touché, Miss Marple, promis, je te crois. » Elle lui tapota la main pour le réconforter. « Tu as très bien réussi, et tu as remarqué quelque chose d'important. » Elle le laissa partir après quelques mots de réconfort et se dirigea lentement vers la serre. Celle-ci était désormais fermée à clé, ordre de Crail, mais la vitre était propre et à travers les vitres, on pouvait encore apercevoir la faible ombre de l'endroit où le corps avait été, comme si l'air lui-même avait mémorisé la forme de la mort. Son regard se porta sur le tabouret, un simple tabouret de jardin en bois, sans aucun intérêt. Mais l'emplacement du chapeau la troublait encore. Elle tourna son regard vers le bas, vers la terre sous le banc. Il y avait une légère éraflure, circulaire et non carrée comme une chaussure. Le genre qu'on pourrait faire en se retournant. Sur la pointe du pied, peut-être en changeant de position, ou en s'accroupissant, c'était insignifiant. On l'oubliait facilement. Mais Miss Marple ne l'oubliait jamais. Elle recula et prit une note. Cet après-midi-là, un petit colis arriva par la poste, réexpédié par sa nièce de Londres. À l'intérieur, une simple feuille de papier à lettres portant le blason en relief de Goffin Penley, un cabinet d'avocats discret spécialisé dans les testaments et les successions. La note d'accompagnement disait « Très chère tante Jane, comme vous vous en doutiez. Il y a effectivement quelque chose d'intéressant. Le cabinet confirme qu'une lettre a été envoyée à M. Archibald Renshaw 4 jours avant son décès, remise en main propre. Elle contenait une notification préliminaire d'héritage. Apparemment, un cousin éloigné est décédé, laissant une succession plutôt conséquente. M. Renshaw devait en être l'unique bénéficiaire. Bien à vous, comme toujours, Romarin Miss Marple plia la lettre, ses sourcils se rapprochant. Ainsi Renshaw était sur le point de faire fortune. Une fortune dont personne à Hemsley n'avait connaissance, du moins pas officiellement, et pourtant il avait été effrayé. Pourquoi ? Qu'avait-il à craindre s'il devait hériter, à moins que quelqu'un d'autre ne le sache, quelqu'un qui pensait avoir droit à une réclamation, ou quelqu'un à qui il avait promis quelque chose, puis trahi. Miss Marple se rendit au bureau de poste en fin d'après-midi. Ivy Carrington, toujours prête à discuter, l'accueillit avec un sourire complice. « Semaine chargée, Miss Marple », dit-elle en s'occupant d'une pile de courriers sortants. « Je suis sûre que oui », acquiesça Miss Marple en lui rendant son sourire. « Je me demandais simplement si M. Renshaw recevait beaucoup de courriers. » Ivy haussa un sourcil. « Des lettres, oui. Mais il y avait une chose. Il a envoyé quelque chose d'assez étrange la veille de la fête. Un courrier spécial. Il a dû faire la course de l'après-midi. » Le cœur de Miss Marple battait plus vite. « Vous souvenez-vous du destinataire ?» Ivy se tapota le menton. « Laissez-moi réfléchir. Oui, c'était pour Londres. À une certaine M. Hastings. Un nom étrange pour une femme, mais l'écriture très ferme, élégante même. Est-ce que cela vous a semblé personnel ? Pas d'adresse de retour. Juste les initiales sur le sceau. AR, en cire rouge. Cire rouge. Celle que Renshaw utilisait pour ses enveloppes. Miss Marple l'avait d'ailleurs vu sceller une lettre à la fête. Était-ce cela ? Merci Ivy, c'est très utile. Alors qu'elle retournait sur la place, Miss Marple reconstituait le puzzle dans son esprit. Renshaw avait reçu la nouvelle d'un héritage important.
quelqu'un d'autre, était au courant ou soupçonnait quelque chose. Il avait également envoyé une lettre mystérieuse à une certaine Monsieur Hastings, une femme, possiblement engagée dans une relation amoureuse ou professionnelle, et il est mort le lendemain. Ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, elle rendit à nouveau visite à Olive, apportant un autre paquet de gâteaux aux graines et de la confiture. « Monsieur Renshaw vous a-t-il déjà parlé de Miss Hastings ?» demanda-t-elle avec autant de désinvolture qu'on pourrait mentionner une prévision météorologique. Olive cligna des yeux. « Hastings? Non. Même s'il m'a dit un jour qu'il avait eu une fiancée il y a des années, de Londres. Ils avaient rompu, mais il avait dit que c'était à l'amiable. Est-ce qu'il a déjà prononcé son nom? Non, mais je me souviens avoir trouvé une fois une photo dans un tiroir. Une femme aux cheveux noirs et aux gants, très élégante. Elle était signée M. Il l'a vite reprise quand il m'a vu. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je vois. Un ancien amant, peut-être, ou quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui était resté présent dans la vie de Renshaw malgré les années, et il l'avait contacté à nouveau, juste avant de mourir. » Retour à la maison, Miss Marple sortit sa liste grandissante et ajouta « Mademoiselle Monsieur Hastings, destinataire de la lettre enveloppe, avec initiales et cachet de cire, la richesse soudaine de Renshaw, la peur, le chantage, chapeau sur tabouret, symbolique, trace d'éraflure. Deuxième personne dans la serre. Un indice caché avait fait surface, non pas physique mais circonstanciel, l'héritage. Un détail que personne d'autre n'avait remarqué, ou peut-être ne voulait remarquer. Miss Marple vit alors la forme de la vérité se former, comme une silhouette émergeant du brouillard. Mais il lui fallait encore une chose, une dernière confirmation, discrète, et elle avait un plan pour l'obtenir. Le lendemain matin, la pluie tombait sans discontinuer, douce comme un souffle et persistante comme la culpabilité. Les rues de Hemsley-on-Wyre brillaient d'un noir brillant, et la place du village était vide, à l'exception d'un merle déterminé qui tirait sur un malheureux ver. Miss Marple, imperturbable face à la bruine, sortit de sa chaumière avec détermination. Le temps de l'observation silencieuse n'était pas encore révolu, mais il était temps, pensa-t-elle, de commencer à en explorer les contours. Les gens, comme les tinsatés, révélaient souvent leur véritable forme lorsqu'ils étaient orientés juste à cet endroit à la lumière. Son premier appel fut adressé à Harold Beasley, qui lui ouvrit la porte avec l'un de ses rares sourires d'excuse. « Mademoiselle Marple, dit-il, en essayant de se coiffer. Je ne m'attendais pas à avoir de la visite si tôt. Peu de gens le font, répondit-elle en intervenant. Mais je suis une vieille femme, Harold. Je me réveille à l'aube, ou avec des pensées troublantes. Il la conduisit au salon, où Marjorie Beasley était déjà assise, un métier à broder sur les genoux. L'œuvre, si Miss Marple avait bien jugé, était un groupe de digitales violettes, bien que le motif fût étrangement chaotique. « Madame Beasley, dit-elle, quel travail délicat. » Marjorie lui adressa un sourire pincé. « Ça fait passer le temps. »« Je me demande, » dit Miss Marple, en s'installant sur la chaise en face d'elle, « si je pourrais poser une question plutôt audacieuse. » Harold se tortilla, mal à l'aise. « À propos du meurtre, je suppose ?»« Pas vraiment. À propos de Monsieur Renshaw. Saviez-vous qu'il avait récemment reçu un héritage conséquent ?» Marjorie se figea, son aiguille à mi-chemin dans la toile. « Non, dit-elle, beaucoup trop vite. » Miss Marple remarqua la micro-hésitation, l'éclair de calcul dans ses yeux. « Je demande seulement parce qu'il semble que quelqu'un a fait je sais. Il a reçu une lettre légale quelques jours avant la fête. Il a semblé assez perturbé par la suite. » Harold fronça les sourcils. « C'est étrange. On pourrait penser qu'un homme serait heureux à propos d'argent. À moins que l'argent ne s'accompagne de complications, » dit Marjorie doucement, sa voix désormais plus ferme. Miss Marple pencha la tête. « En effet. Comme dans la famille, » poursuivit Marjorie. « Des complications, des méfaits passés. Saviez-vous qu'il avait été fiancé ? À une certaine Miss Hastings, oui. Je lui ai envoyé une lettre la veille de sa mort. » Marjorie sourit faiblement, le coin de sa bouche se crispant.
Peut-être craignait-il un règlement de compte. C'est souvent le cas des hommes, surtout les plus charmants. Miss Marple se tourna vers Harold. « Où étiez-vous vraiment la nuit du meurtre ?» Il parut surpris. « Je te l'avais dit, j'étais au Sanglier Rouge. »« Oui, pour le match de fléchettes. Mais pour toute la durée ?» Harold hésita. « Je suis sorti à un moment. J'avais besoin d'air. Seulement 5 minutes. »« Ça fait longtemps qu'on est parti sans prévenir, » dit doucement Miss Marple. « Et votre femme, elle était seule à la maison, n'est-ce pas ?» Marjorie intervint. « Vous soupçonnez-nous, vraiment ?»« Je soupçonne peu, Madame Beasley, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Mais j'observe beaucoup, et vous êtes toutes les deux des personnes très soignées et réservées. Ce genre de personnes passe souvent inaperçues, jusqu'à ce qu'un incident désagréable surgisse. » Le visage de Marjorie rougit. « Il m'a insulté, » dit-elle brusquement. Harold gémit. « Marjorie, non. Qu'elle l'entende. Il m'a dit que j'étais provincial, que Hemsley était une étagère sur laquelle il s'était mis en attendant mieux, que les gens comme moi n'étaient que des notes de bas de page. » Sa broderie tomba sur ses genoux. « Il a dit que j'étais utile pour gagner des voix, rien de plus. » Miss Marple attendait. « Je ne l'ai pas tué, » dit Marjorie après une pause. « Mais je recherchais, je l'ai prévenu que les gens n'appréciaient pas d'être utilisés dans ce village. » « Et toi, Harold ?» Il semblait pris au piège. « Je ne l'aimais pas, mais je n'avais jamais... Enfin, j'ai dit des choses, aux autres, qu'il méritait ce qui lui arrivait, mais ce n'étaient que des mots. Les mots peuvent être des graines, » dit Miss Marple, « et quelqu'un, quelque part, cultive un sacré jardin. » Elle se leva. « Merci à vous deux. Vous avez été très honnête à votre manière. » Son arrêt suivant fut le commissariat, un bâtiment carré en briques avec un mât rigide et une odeur d'humidité à l'intérieur. L'inspecteur Crail était assis derrière son bureau, polissant ses lunettes avec la minutie d'un homme qui n'aimait pas être interrogé. « Mademoiselle Marple, » dit-il sans enthousiasme, « à quoi me vaut cette visite ? » « Je voulais me renseigner sur les chaussures, » dit-elle. « Celles de M. Renshaw, bien sûr. » Crail plissa les yeux. « Et eux ? On les a nettoyés. À la térébenthine. Après le meurtre, Gertie a frotté les semelles. Mais pourquoi, je me demande, un homme mettrait-il les pieds dans quelque chose qui nécessite de la térébenthine, dans une serre ?» Crail parut irrité. « Ce n'est pas pertinent. C'est possible, » dit-elle calmement. Car si quelqu'un avait laissé des traces de peinture ou de résidus chimiques dans la serre avant ou après le meurtre, cela pourrait expliquer la trace d'éraflure près du tabouret. Il n'y avait aucune trace d'éraflure sur le rapport. « Non, » acquiesça Miss Marple, « parce que personne d'autre ne l'a remarqué. » Crail se hérissa. « Suggérez-vous que nous avons manqué des preuves ? » « Je suggère, » dit aimablement Miss Marple, « que les jardins laissent souvent des choses enterrées, et vous devez être prêt à creuser. » Sa dernière visite ce jour-là était à Gertie. La femme de ménage était devenue nerveuse depuis le meurtre. Mais Miss Marple la trouva en train de frotter l'argenterie dans l'arrière-cuisine, les jointures rouges et les sourcils froncés. « Je ne serai pas longue, » dit Miss Marple. « Juste un souvenir ou deux. » Gertie soupira. « Je ne pense qu'à ça. Tu as parlé des bottes. Tu te souviens si elles étaient boueuses ou autre chose? Ils étaient striés, pas de boue, de pâte grisâtre. Ça sentait bizarre. Ça m'a brûlé le nez quand j'ai utilisé de la térébenthine. Est-ce que ça aurait pu être de l'après? De la peinture, peut-être? » Gertie cligna des yeux. « Peut-être. Je n'ai jamais peint, en fait. » Miss Marple la remercia et sortit dans le jardin. La pluie avait cessé et le soleil apparaissait faiblement derrière les nuages. Elle se dirigea vers la remise à outils. Elle était fermée à clé, mais la clé était sous le pot de fleurs, comme Renshaw le lui avait dit en riant lors d'une visite du comité. À l'intérieur, les ustensiles habituels étaient alignés le long des murs, et dans un coin une vieille boîte d'apprêt rouillée, ouverte, à moitié vide, et à côté, un simple gant de jardinage en cuir, petit, taché au bout des doigts. Miss Marple le ramassa avec précaution. À l'intérieur du bracelet, à peine lisible,
les initiales M.B. Marjorie Beasley. Elle resta silencieuse un moment. Renshaw était au courant de l'héritage. Il avait décidé de couper les ponts, de faire table rase de son passé. Peut-être même de s'enfuir à nouveau, de recommencer sa vie. Marjorie l'avait aidé à gravir les échelons du village. Elle lui avait conféré une certaine légitimité. Et lorsqu'il l'avait abandonnée, pour Olive, pour quelqu'un d'autre, elle avait compris la vérité. Il n'avait jamais eu l'intention de l'emmener avec lui. De retour à son chalet, Miss Marple posa le gant sur son bureau. Le meurtre était prémédité, non pas de manière grandiose et malveillante, mais avec le style prudent et frémissant de quelqu'un qui avait été humilié quelqu'un, qui avait besoin que le monde voie cette humiliation a été récompensée. L'aménagement final de la serre par Renshaw n'avait pas été chaotique. Il avait été théâtral, le chapeau posé délicatement, la cravate soigneusement enroulée. Un costume définitif pour un homme qui avait toujours été sur scène. Et la peinture, son dernier faux pas. Un symbole, soupçonnait Miss Marple, de la confrontation. Il avait été poussé ou attiré dans ce hangar, peut-être trompé, pensant que Marjorie était venue pour se réconcilier. Mais Marjorie ne souhaitait pas la réconciliation. Elle voulait tourner la page, à ses conditions. Miss Marple prit son stylo et écrivit un dernier nom en haut de sa liste, souligné 2 fois. Marjorie Beasley. Elle se versa ensuite un modeste sherry et attendit le lendemain matin. Il était temps de préparer le terrain pour la fin. Le matin se leva pâle, et le vent balayait Hemsley-on-Wyre, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les rues restaient inhabituellement calmes, non par recueillement, mais par tension. La nouvelle s'était répandue, non par les voix officielles, mais par petites touches et par murmures, que l'inspecteur Crail s'apprêtait à réinterroger plusieurs villageois. Miss Marple, cependant, s'était levée avant le lever du soleil. Elle avait appelé Londres, une demande discrète à laquelle Miss Madeleine Hastings elle-même avait répondu avec une rapidité surprenante. La voix à l'autre bout du fil était froide, cultivée, et juste assez aiguë pour trancher du pain moelleux. « Sans mademoiselle Marple, je n'avais pas parlé à monsieur Renshaw depuis plus de 5 ans, répondit sèchement mademoiselle Hastings. Jusqu'à ce que je reçoive sa lettre, bien sûr. Il écrivait comme s'il attendait une rédemption. Il disait qu'il réglait de vieilles dettes. Et tu l'as reçu le jour de sa mort? Le matin même, oui. Par coursier. Je n'avais même pas fini de la lire qu'un ami m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait été retrouvé mort. J'ai d'abord cru que c'était une lettre de suicide. Non, répondit doucement Miss Marple. Rien d'aussi bien rangé. Mademoiselle Hastings soupira. S'il n'avait pas été aussi exaspérant de son vivant, j'aurais peut-être davantage pleuré sa disparition. Miss Marple termina l'appel avec des remerciements et une certaine satisfaction. Renshaw avait bel et bien essayé de régler les choses, son passé, ses problèmes, avant de toucher son héritage. Mais quelqu'un à Hemsley avait fait en sorte qu'il n'en ait jamais l'occasion. Ce matin-là, alors qu'elle s'enveloppait dans un manteau en tweed soigné et sortait, elle ne se dirigea pas directement vers la maison Beasley ou le poste de police. Elle se dirigea plutôt vers l'auberge du Sanglier Rouge. À l'intérieur, un feu crépitait dans l'âtre, et Doris Meacham essuyait les tables avec plus d'agressivité que d'habitude. « Mademoiselle Marple !» s'exclama Doris surprise. « Vous cherchez encore Harold ?»« Pas aujourd'hui, » sourit Miss Marple. « En fait, c'est toi que je cherche. »« Moi ? Oui. Je crois que c'est toi qui as entendu quelque chose d'assez intéressant à la fête. » Doris fronça les sourcils. « Je suis sûr que non. Vous portiez des assiettes au buffet lorsque M. Renshaw et Mme Beasley ont eu une conversation privée près de la taupière. Vous les avez vus se disputer. » Doris hésita, puis céda. « Je ne voulais rien dire. Pas à Crail. Il n'aime pas les ragots. »« Mais oui, je les ai vus. »« Et tu as entendu quelque chose ?» Doris regarda autour d'elle, puis baissa la voix. Elle a dit quelque chose comme « tout gâché sur un coup de tête ». Et il a dit « tu as toujours été une distraction utile ». Puis il a ri, ce rire horrible, le genre de rire que les hommes utilisent
quand ils ont gagné quelque chose qu'on ne savait pas qu'on concourait. Miss Marple hocha lentement la tête. Ça confirme alors. Qu'est-ce que ça fait? Qu'elle ne l'a pas tué seulement par trahison, elle l'a tué pour humiliation. Et elle voulait s'assurer qu'on se souvienne de lui exactement comme elle le voyait. Une marionnette vaniteuse dans un costume, mise en scène comme un idiot. Doris parut surprise. Tu dis que Marjorie, elle a l'esprit pour ça, et une patience à toute épreuve. Mais Harold ne le saurait-il pas? Je crois qu'Harold a plus peur de Marjorie qu'il n'a jamais eu peur de n'importe quel homme. Plus tard dans la journée, alors que l'inspecteur Crail tenait sa cour au poste de police, interrogeant Olive Pym pour la 3e fois, Miss Marple arriva en frappant doucement mais fermement. « Mademoiselle Marple, » dit Crail agacé, « je suis au milieu de quelque chose. J'ai peur que ce que j'ai à dire ne puisse pas attendre. » Olive était assise en face de lui, pâle mais sereine. Elle jeta un regard à Miss Marple avec une lueur d'espoir. « Vous interrogez la mauvaise personne, » dit Miss Marple. Encore une fois, Crail soupira. « Tu as déjà dit ça, et je continuerai à le dire jusqu'à ce que tu m'écoutes. » Elle sortit le gant de son sac à main, les initiales MB encore légèrement visibles sur le revers. « On l'a trouvé dans la remise de Monsieur Renshaw, près d'une bombe d'après dont la couleur correspond au résidu de peinture sur ses chaussures. »« De la peinture ?» demanda Crail sèchement. « Il n'y avait pas de peinture dans la serre. »« Non. Mais il y en avait sur la semelle de ses chaussures. Probablement plus tôt dans la journée. Peut-être quand il a été attiré dans la remise. Peut-être que Marjorie avait besoin de le confronter d'abord, de se mettre en scène. Et cela prouve, quoi exactement? Qu'elle l'a rencontré ce matin-là. Qu'il y a eu une confrontation. Elle l'a peut-être attrapé, bousculé et même suivi. Vous pouvez tester le gant. Il y a des résidus de térébenthine. Gertie s'en est servi pour nettoyer les chaussures que portait Renshaw. Crail ouvrit la bouche, puis la referma. « Et plus que ça, » dit Miss Marple doucement, « elle voulait qu'il soit retrouvé d'une certaine manière. Chapeau placé, cravate retournée, pas seulement assassiné, mais moqué. C'était une punition. » Vous spéculez. J'ai aussi parlé à mademoiselle Hastings. La lettre qu'il lui a envoyée était une excuse. Il prévoyait de quitter Hemsley, de prendre un nouveau départ. Mais quelqu'un ici voulait le voir souffrir en premier, quelqu'un qui l'avait aidé à s'élever, pour être ensuite écarté une fois arrivé au sommet. Crail cligna des yeux. « Et Harold ?» La voix de Miss Marple était plus douce. « Harold le sait, mais il est terrifié. Je crois qu'il a peut-être protégé sa femme, ou peut-être qu'il ne l'a vraiment su qu'après. » Il y eut une longue pause. Puis Olive se leva tremblante. « Alors, je suis libre ?»« Pour l'instant, » dit Crail en se levant. « Mais ce n'est pas fini. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais ça commence enfin à avoir du sens. » Ce soir-là, les Beasley reçurent une invitation inattendue. Un thé chez Miss Marple. Une petite réunion, promit-elle. Juste quelques visages amicaux. L'inspecteur Crail, Olive Pym, Doris Meacham. Et, à la demande de Miss Marple, la rencontre aurait lieu dans son jardin, près des clématites. C'était un arrangement délicat, comme la pose des dernières pièces d'échecs avant l'échec et mat. Miss Marple a servi du thé, des petits pains à la crème et un air de civilité. « Quel bel après-midi !» dit-elle joyeusement, « même si j'imagine que certains d'entre nous ressentent le mauvais temps plus que d'autres. » Marjorie ne dit rien. Elle sirota son thé avec une précision militaire. « Je pensais justement, » poursuivit Miss Marple, « à la facilité avec laquelle on se méprend sur les gens. On pense qu'on ne peut pas faire de mal à une mouche, jusqu'à ce qu'on voit ce qui arrive quand on les contrarie. » Harold laissa tomber sa cuillère. Marjorie le regarda. « Et le pauvre Archie Renshaw, » poursuivit Miss Marple, « si intelligent, si ambitieux, mais insouciant, il prenait les gens pour des accessoires. C'est une illusion dangereuse. » Olive regardait en silence, sa tasse de thé tremblant légèrement dans sa main. « Savez-vous ce que je trouve le plus intéressant ?» demanda Miss Marple, toujours d'un ton léger. « La façon dont son chapeau était placé, parfaitement positionné, pas jeté par colère, pas lâché. Quelqu'un a pris son temps. »
Marjorie se leva brusquement. « Il faut vraiment que j'y aille. »« Pas besoin de se presser, » dit doucement Miss Marple. « L'inspecteur allait justement vous dire ce qu'il a trouvé dans le hangar. » Crail hocha la tête. De l'après, de la térébenthine. Un gant. Le visage de Marjorie s'est vidé de ses couleurs. « Je crois, » dit Miss Marple, qu'Archie a été attiré là-bas ce matin-là. On lui a demandé de se rencontrer, peut-être pour s'expliquer, mais les choses ont mal tourné. Ou peut-être pas. Peut-être que tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Harold se leva lentement. Marjorie? Mais Marjorie s'éloignait déjà, raide, à travers le portail du jardin, sa posture impeccable, comme si elle quittait une réunion qu'elle avait elle-même programmée. Crail se leva. « On va la faire venir, sans problème. » Miss Marple se tourna vers Olive. « Et toi, ma chère, tu vas rentrer chez toi. Non pas parce que tu es innocente, mais parce que tu n'as jamais commis d'acte. » Cette nuit-là, le village bourdonnait à nouveau. Mais cette fois, les murmures avaient une pointe de clôture. Le murmure aigu de la justice se transformait peu à peu en soulagement. Miss Marple était assise seule à sa fenêtre, tricotant sur ses genoux, tandis que la lumière de la lampe réchauffait les murs. Les Beasley seraient changés à jamais. Harold brisé dans son orgueil, Marjorie brisée dans sa détermination. Earnshaw, mort, certes, mais non sans écho. Elle sirota son thé et murmura « Les réputations sont si fragiles, si facilement usées, et parfois si facilement déchirées. » Le lendemain matin, à Hemsley-on-Wear, un silence artificiel s'installa comme l'accalmie sur une scène de théâtre avant le dernier acte. Bien que la plupart des habitants du village aient déjà pris leur décision collective. C'était Marjorie sans aucun doute, et Harold le savait. Il avait toujours l'air d'avoir avalé une épingle. La police n'avait pas encore procédé à une arrestation. L'inspecteur Crail, malgré les preuves qui s'accumulaient et la présentation méthodique de Miss Marple, restait prudent. « Il faut être minutieux », lui dit-il en dégustant un toast au sanglier rouge. « Des circonstances, Miss Marple. Ce gant aurait pu être caché. Pas de témoins oculaires, pas d'aveu. Et Marjorie est... Eh bien, elle est intelligente. »« Oh, oui !» acquiesça Miss Marple. « Plutôt astucieux. Mais l'intelligence, inspecteur, c'est un peu comme l'amidon. Elle raidit tout ce qu'elle touche, et trop d'amidon fait craquer les choses. » Crail cligna des yeux. « Ce qui veut dire, dit Miss Marple en posant sa cuillère, qu'il faut la briser, bien sûr, mais pas par la force, avec compréhension. Et c'est ainsi que la scène fut préparée, non. Pas au tribunal ou à la gare, mais une fois de plus, dans le salon de Miss Marple, parmi les coussins fleuris, les antimacabres brodés et le doux parfum du cirage à la lavande. Elle a envoyé l'invitation elle-même, écrite à la main dans son écriture soignée et bouclée. « Chère Madame Beasley, j'espère que vous m'accorderez une dernière visite. Une petite discussion autour d'un thé. Pas de police, pas de pression. Juste deux femmes d'un certain âge qui ont vu comment la vie peut changer d'un simple regard. Je crois que vous trouverez cela éclairant. » Sincèrement, Jane Marple Hill est arrivée à 10 heures du matin. Marjorie est apparue à 11 heures précises. Elle était habillée comme toujours avec précision. Chemisier bleu marine, broche en perles, gants en cuir beige et le menton légèrement relevé. Elle prit le siège qu'on lui offrit près de la baie vitrée et croisa soigneusement les mains sur ses genoux. « Mademoiselle Marple, dit-elle, je suppose que vous souhaitez vous essayer à la persuasion. »« Non, non, dit Miss Marple en servant du thé. Je pense que vous avez déjà décidé ce que vous direz et ce que vous ne direz pas. Je suis simplement là pour observer. » « Observer ?» Miss Marple sourit. « Oui, c'est plutôt ce que je fais. » Ils sirotèrent un verre en silence pendant un moment. Dehors, une pie jacassait dans le jardin. Marjorie jeta un coup d'œil autour d'elle. « Vous vivez ici depuis longtemps, n'est-ce pas? »« Près de 40 ans. J'ai survécu à 3 vicaires, 4 mères et 5 laitiers. J'ai tendance à survivre en observant. » Marjorie ne dit rien. « J'ai remarqué, par exemple, poursuivit Miss Marple, que vous n'aviez jamais corrigé l'hypothèse concernant Harold. Quand les gens ont commencé à murmurer qu'Ail aurait pu le faire, mais tu ne l'as pas défendu. Tu as laissé tomber.
C'est un adulte, dit Marjorie d'un ton neutre. Il peut parler pour lui-même. Bien sûr. Et pourtant, il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Pas une seule fois. Il t'a suivi. Comme toujours. La mâchoire de Marjorie se serra légèrement. Tu as toujours été la plus futée des deux, poursuivit Miss Marple. Organisée, stratégique, respectée, mais jamais aimée. Cela a dû être épuisant. Je ne suis rien de plus qu'une sous-estimation, répondit Marjorie. C'est ce que M. Renshaw vous a fait. Marjorie n'a pas répondu. Il s'est servi de toi. Il t'a laissé le soutenir dans ce village. Il t'a accordé juste assez d'attention pour s'assurer ta loyauté, jusqu'à ce que cela devienne gênant, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de plus docile. Une petite lueur passa sur l'expression de Marjorie, quelque chose d'amer et de familier. Il allait partir, poursuivit Miss Marple, recommencer, dans un endroit plus étincelant sans doute. Mais il t'a sous-estimé une seconde fois, n'est-ce pas? Il pensait que tu serais blessée, mais pas dangereuse. Marjorie s'est assise dans son fauteuil, sa tasse de thé intacte. Je ne l'ai pas suivi ce jour-là, dit-elle enfin. Je demandais, je l'ai rencontré, à la remise. Je lui ai dit que j'avais oublié les notes de taille pour le comité de jardinage. Il est arrivé avec ce chapeau ridicule, souriant comme un chat, et puis, il l'a dit, que j'étais utile, un tremplin. Et quelque chose s'est cassé. Marjorie regarda droit devant elle. Pas cassé, installé. Je le savais depuis des semaines. Mais l'entendre à voix haute, il y a une différence entre savoir quelque chose et en avoir la confirmation. Elle expira doucement. Il s'est détourné. Je ne l'avais pas prévu, mais la cravate était là. Et j'étais tellement fatigué d'être prudent, de toujours arranger les choses pour les autres. Je ne voulais pas le tuer. Mais une fois fait, c'était comme plier un drap. Propre. Miss Marple ne parlait pas. Elle écoutait simplement. J'ai placé le chapeau. Il a toujours pensé que c'était sa signature. J'ai pensé que ce serait approprié, sa dernière révérence. Miss Marple pencha la tête. Et Harold? Marjorie haussa les épaules. Je le lui ai dit plus tard, il a pleuré, puis a promis de se taire. Je pense qu'il croit encore que je dirais que c'était lui, si jamais il le fallait. Il ne survivrait pas à la prison. Et vous le feriez? Marjorie esquissa un pâle sourire. J'ai survécu à pire. Le silence s'installa à nouveau. Dehors, la pie s'envola. Tu ne l'as pas dit à Crail, dit finalement Marjorie. Non, dit Miss Marple. J'ai préféré te laisser le choix. Tu pouvais fuir, ou avouer, mais tu serais toujours surveillé. Les murmures suivent bien plus facilement les femmes que les hommes, tu le sais bien. Je fais. Mais tu as un avantage. Qu'est-ce que c'est? Tu es honnête, quand tu choisis de l'être. Marjorie se leva. Je suppose que je vais voir l'inspecteur maintenant. Miss Marple ne répondit pas. Elle se servit simplement du thé. L'inspectrice Crail était sceptique. Lorsqu'elle est arrivée seule au poste, les gants pliés, les cheveux parfaits. « Je suppose que Miss Marple vous a informé ?» dit-il. « Elle a fait mieux que ça, » répondit Marjorie. « Elle m'a rendu mon nom. » Crail cligna des yeux. « Votre... quoi ?»« Mon nom. Pas la femme de quelqu'un d'autre. Pas le meurtrier. Juste Marjorie. Compétente, oui, et fatiguée. Mais Marjorie quand même. » Et sur ce, elle lui tendit le gant. Le soir, tout le village était au courant que Marjorie Beasley s'était rendue, qu'Harold, semblait-il, avait su et pleuré, qu'Olive Pym était officiellement innocentée. La nouvelle s'est propagée comme le vent dans un champ de blé, rapide, bruissante et pleine de spéculations. Miss Marple, assise une fois de plus dans son salon, recevait les visiteurs en succession silencieuse. Olive a apporté des biscuits. Timothée a apporté un chrysanthème, frais de son jardin. Même Gertie, la femme de ménage, a envoyé un mot soigneusement plié. « J'ai toujours su que tu savais quelque chose. » Miss Marple sourit à cela, parce que bien sûr qu'elle l'avait fait. Connaître et prouver sont deux choses différentes, mais guider quelqu'un vers voir, c'était le véritable art. Marjorie Beasley n'était pas un monstre, juste une femme poussée,
trop loin trop souvent, avec trop peu de reconnaissance pour son sang-froid. Et maintenant, pensa Miss Marple, le village allait guérir. Ça a toujours été le cas, mais les cicatrices, comme les racines, ne disparaissent jamais. Elles poussent simplement sous la surface, et elles seraient là comme toujours pour les remarquer. Le procès de Marjorie Beasley n'avait pas encore commencé, mais dans le petit monde attentif de Hemsley-on-Wyre, le jugement avait déjà été rendu dans les salons et les ateliers de poterie, à la Poste et au Red Boar. Comme toujours, le village vivait dans un climat de calme et de performance. La sympathie se mêlait à la curiosité, la condamnation se masquait de curiosité, et le chagrin sincère se cachait dans les ragots. Mais dans les jours qui suivirent ces aveux, un calme étrange s'installa dans le village. Pas vraiment la paix, mais une sorte d'exhalaison collective. L'incertitude s'était dissipée. Le récit avait trouvé son coupable, et les gens se sentaient plus en sécurité, sachant qu'il y avait eu un mobile, une méthode et une conclusion. Mais pour Miss Marple, le travail n'était pas tout à fait terminé. Il restait un fil qui pendait encore. Une légère traction subsistait dans le tissage, et elle le sentait. Une question qui n'avait pas été posée à voix haute, un détail dont personne d'autre n'avait pensé à douter. C'était, comme toujours, la plus petite chose. L'idée lui revint le mardi suivant, alors qu'elle taillait ses pois de senteur. Le village avait repris son rythme. Olive Pym avait pris le thé avec la nièce du pasteur, Harold Beasley avait été aperçu arpentant le jardin, mais le crime résonnait encore dans l'esprit de Miss Marple comme une scène de pièce. Inachevée, c'était une éraflure. Elle l'avait acceptée comme appartenant à Marjorie, laissée en plaçant le chapeau peut-être. Mais quelque chose dans son angle, sa profondeur. Elle se leva, enleva la terre de sa jupe et se dirigea vers son bureau. Les notes étaient toujours là, méticuleusement conservées, soulignées, classées. Traces d'éraflure, circulaires, profond sur un bord, chaussures nettoyées, semelles, pas de haut, peinture, provenant d'un hangar, pas d'une serre. Gants MB. Emplacement de remise adapté. Harold. Je suis sorti pour respirer. Elle fixa la dernière ligne. Je suis sorti pour prendre l'air. Il lui avait dit cela la première fois qu'elle lui avait demandé où il était au moment du meurtre. Il était sorti pendant le match de fléchettes, pendant 5 minutes. Personne ne l'avait vu partir, et personne ne l'avait vu revenir. Elle se souvenait du tabouret dans la serre, l'emplacement parfait du chapeau, et soudain, elle le vit, non pas l'acte lui-même, mais le ajustement. Quelqu'un avait déplacé le chapeau. Quelqu'un avait révisé la scène. Quelqu'un essaye de la protéger. Miss Marple ferma le carnet, replia son châle plus serré et sortit. Le jardin de devant d'Harold Beasley était un fouillis de rosiers à moitié taillés et d'une haie qui avait perdu sa symétrie. Autrefois, elle avait été taillée à 1 centimètre près, mais maintenant, envahie par la végétation. De travers, comme si plus personne n'avait vraiment la volonté d'imposer de l'ordre, il ouvrit lui-même la porte, paraissant 10 ans plus vieux que la semaine précédente. Son col était mal boutonné et l'ourlet de son pull portait une légère trace de cirage. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix rauque, je vous attendais. Étais-tu là, Harold ?» Il hocha la tête et s'écarta. Elle le suivit dans le salon, où une tasse de thé oubliée refroidissait sur le foyer. « J'ai menti, » dit Harold sans préambule, les mains se tordant comme des serviettes mouillées. Ce soir-là, au match de fléchettes, j'ai bien fait un pas dehors. Mais pas juste pour respirer. Miss Marple était assise tranquillement. Je suis parti à sa recherche. Marjorie. Elle a dit qu'elle avait besoin de se changer les idées. Je pensais qu'elle était allée à Bramblewood House pour le confronter. Je pensais qu'elle dirait quelque chose de regrettable. « Et tu l'as trouvé ?»« Non, mais j'ai trouvé lui, après. » La voix d'Harold baissa, ses doigts se tordant. Il était déjà mort, la cravate serrée, son visage. Il déglutit. J'ai paniqué. J'ai vu le chapeau. Par terre, il était tombé,
et quelque chose en moi m'a dit « répare-le, remets-le, fais en sorte que ça ait l'air d'un geste délibéré. » Tu l'as placé sur le tabouret. Il hocha la tête d'un air misérable. Elle me disait toujours de ranger derrière moi. Alors je l'ai fait, comme toujours. Et puis, je suis parti, j'ai fait le tour complet. Je suis revenu au pub par le côté. Personne n'a rien remarqué. Je me suis dit que si je restais silencieux, si Marjorie ne parlait pas, peut-être que ça passerait. Mais ce n'est pas le cas. Harold leva les yeux. Elle m'a raconté ce qu'elle avait fait le lendemain matin. Elle a dit que c'était justice, qu'on passerait à autre chose. Et moi, Dieu me vienne en aide, je l'ai cru. La voix de Miss Marple était douce. Tu ne la protégeais pas. Tu la protégeais, point conservationnel. Il y a une différence. Elle méritait mieux, murmura Harold. Même si elle l'avait fait, elle était tout, ordre, direction. Je n'étais que l'homme aux tailles haies. Pas seulement, dit Miss Marple avec un sourire bienveillant. Tu l'aimais. Harold hocha la tête. Est-il trop tard pour arranger les choses? Miss Marple se leva. Ça dépend de ton courage et de ta fatigue. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Crail une fois de plus, cette fois avec 2 choses dans son sac à main. Une déclaration écrite d'Harold Beasley et une photographie de la serre, prise par le jeune Timothy Blake le jour du meurtre, faisant partie de sa documentation sur les papillons. Crail examina la photo en clignant des yeux. « Le chapeau est... par terre, marmonna-t-il. « En effet, dit Miss Marple, c'est Harold qui l'a déplacé. Par amour, par panique, ou peut-être les deux. Mais cela nous apprend une chose très importante, que Marjorie n'ait pas mis en scène la scène. Non, pas complètement. Elle l'a laissé là où il était tombé, elle n'avait ni le sens du symbolisme ni la cruauté. C'était le geste de quelqu'un d'autre, un geste de dévotion discret et déplacé. Crail examina la déclaration. Alors Harold était là après les faits? Oui, et il a modifié la scène. Crail se frotta le visage. Alors, il faut revoir notre compréhension du crime. Vous devez le faire, dit Miss Marple, mais la vérité demeure inchangée. Marjorie a quand même commis l'acte, mais c'est Harold qui a fait en sorte qu'on s'en souvienne autrement. La confession a de nouveau secoué le village. Maintenant, les ragots ont tourné de travers. Pauvre Harold. Imagine la culpabilité. Mais ils ont toujours semblé un peu trop silencieux. Et, eh bien, elle portait toujours des gants, n'est-ce pas? Mais la réalité était que les gens continuaient. Ils ont toujours continué. Le sanglier rouge servait toujours du cidre. Ivy Carrington s'occupait toujours du courrier. Le révérend Bletchley prêchait toujours sans jamais faire référence à ce que quiconque voulait vraiment qu'il dise. Mais il y avait un nouveau poids dans l'air. Le respect, peut-être, ou le résidu d'un jugement. Miss Marple passait, sa soirée seule, comme elle l'aimait, avec son tricot et le parfum des jacinthes de la jardinière. Elle ne réfléchissait pas au crime, mais à ce qui avait suivi, la rupture, le réarrangement. Marjorie serait jugée, oui. Harold aussi. Mais ils avaient fini par dire la vérité. C'est toujours arrivé à ce point-là. Parce que la culpabilité, Miss Marple le savait, était une plante comme une autre. Elle poussait, même en silence. Et finalement, quelqu'un remarquait toujours les racines qui poussaient. C'était le début du printemps à Hemsley-on-Wyre. Et même si l'air était encore légèrement vivace, des personnages fleurissaient maintenant le long du chemin, longeant le cottage de Miss Marple, et des crocus perçaient timidement le sol dégelé. Les saisons, semblait-il, étaient déterminées à poursuivre leur cours, tout comme le village lui-même, surmontant scandale et tragédie, avec ce mélange si particulier de mémoire sélective et de résilience tacite typiquement anglaise. Miss Marple était en train de tailler la lavande quand Ivy Carrington passa avec son panier de courses, lui faisant un signe de tête prudent. « Bonjour, Miss Marple. Un beau soleil aujourd'hui. »« En effet, mademoiselle Carrington, »
dit mademoiselle Marple en souriant. De quoi donner envie de recommencer. La maîtresse de poste hésita, puis demanda à voix basse. « Pensez-vous vraiment que madame Beasley avait l'intention de le tuer ?» Miss Marple se retourna vers sa plante. « Je pense qu'elle voulait lui faire du mal, et parfois, pour blesser, on en fait trop, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ignorés. » Ivy hocha la tête solennellement et continua, assez satisfaite, de cela. Le procès avait fait la une des journaux du comté. La présidente du club de jardinage avoue le meurtre d'une serre. Mais jamais dans les journaux nationaux. Helmsley-on-Wyre, après tout, n'était pas assez importante pour les quotidiens londoniens, et c'était peut-être une bénédiction. Marjorie Beasley avait plaidé coupable d'homicide involontaire, et non de meurtre. Le tribunal, confronté aux observations de mademoiselle Marple et aux témoignages d'Harold, a conclu que l'acte, bien que mortel, n'avait pas été prémédité au sens classique du terme. La colère avait ses limites, même si la loi ne l'excusait pas totalement. Elle avait été condamnée à une peine modeste, avec recommandation d'évaluation psychologique. Harold, pour sa part, n'a pas été inculpé. Le juge a qualifié ces actes de dissimulation confuse d'un mari loyal sous le choc, ce qui était, comme Miss Marple le pensait en son fort intérieur, à la fois exact et incomplet. La loyauté, comme l'amertume, est profondément ancrée, souvent dans des zones d'ombre. Il était parti vivre chez un cousin dans le Devon. Rares étaient ceux au village qui regrettèrent sa taille de haie, mais plusieurs remarquaient l'agitation soudaine des buis autour du Green. Olive Pym, après une période de solitude volontaire, avait réapparu à la vie du village avec une grâce surprenante. Elle reprit son bénévolat à la bibliothèque paroissiale, et avec la force tranquille d'une femme ayant survécu seule à bien des épreuves, prit la tête du comité des bulbes de printemps du club de jardinage. Un matin, elle s'arrêta au cottage de Miss Marple avec un petit colis. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dit-elle. « Des bulbes de jacinthe, les bleus que tu admires. » Miss Marple les accepta chaleureusement. « C'est très gentil à vous. » Olive hésita. « Tu t'es déjà demandé si ça serait arrivé de toute façon? Si elle ne l'avait pas fait, est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? »« Peut-être, » dit Miss Marple. « Mais c'est le danger du ressentiment. Il a de nombreuses racines, et personne ne peut prédire laquelle prendra racine. » Ils plantèrent les bulbes ensemble, en silence, tandis que le vent faisait bouger leurs manches et que les premières abeilles s'agitaient parmi les primes verts. Les semaines passèrent, puis les mois. L'inspecteur Crail lui rendait visite, moins fréquemment. Il avait fini par féliciter Miss Marple pour sa perception civile, même si elle soupçonnait qu'il la trouvait à la fois utile et exaspérante. « Tu as le don de voir ce qui nous échappe, » lui avait-il dit après. La confirmation des déclarations des Beasley. Pas seulement les faits, mais le ton qui les sous-tend. « Je suppose que oui, » répondit-elle. Quand on vit assez longtemps dans un village, on apprend à entendre les mots que les gens ne disent pas. Un dimanche après l'église, Timothy Blake, l'amateur de papillons qui avait trouvé le corps, la rejoignit pour prendre le thé, tout nerveux. « J'envisage d'étudier l'entomologie sérieusement, » a-t-il déclaré. « Pas seulement comme un passe-temps. »« Belle idée, » dit Miss Marple. « Mais il faut apprendre à être patient. Les insectes font les choses à leur rythme. »« Je sais. Comme les gens, en fait. » Miss Marple sourit. En effet, Timothy la regarda avec une sorte d'admiration. « Tout le monde dit que tu étais au courant, pour madame Beasley, avant tout le monde. »« Je m'en doutais, » dit-elle. « Mais le soupçon, c'est comme la broderie, il ne devient un motif que lorsque les fils se rencontrent. » Il ne comprenait pas bien, mais hocha quand même la tête. Cette affaire devint l'une de ces histoires ancrées dans la vie du village. On n'en parle pas souvent, mais on ne l'oublie jamais vraiment. Des enfants trop jeunes pour comprendre poseraient un jour des questions sur le scandale des serres, et leurs parents échangeraient des regards et diraient « C'était avant, ton époque, mais le chapeau est resté. » Le Panama de Renshaw n'avait jamais été réclamé par aucune famille,
Personne n'était venu aux funérailles, auxquelles n'assistaient que quelques villageois et la toujours fidèle Olive. Le chapeau se trouvait désormais dans la vitrine du Garden Club, un rappel subtil et permanent que même l'élégance peut tromper. Miss Marple avait recommandé son inclusion. « Que ce soit un symbole, dit-elle, d'orgueil peut-être, ou de vanité, ou de ce qui arrive quand on use de charme pour manipuler plutôt que pour élever. » Ils avaient accepté, même si tout le monde n'avait pas compris toute l'importance de ce qu'elle voulait dire. Un après-midi de début juin, Miss Marple était de nouveau assise dans son jardin, observant les abeilles voler parmi la lavande et les rosiers grimpants atteindre les avant-toits. Le monde semblait bien le même. Et pourtant, il avait changé. Elle prit son carnet et parcourut ses notes, non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'elle aimait voir comment les pièces avaient autrefois flotté séparément. Qu'avant de se mettre en place, tout avait commencé, songea-t-elle, par un chapeau. Non pas le meurtre lui-même, mais le placement, la performance, et le fait que la performance ait été truquée par quelqu'un qui n'avait pas tué, mais qui avait besoin de préserver sa dignité. C'était, en fin de compte, la clé. Non, pas de la malveillance méchante. Je ne planifie pas mes paniques. La psychologie de la chose toujours plus profonde que l'acte lui-même. Le courrier est arrivé en milieu de matinée, une seule enveloppe adressée de la main de Rosemary. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse, l'avis à la campagne, détaillant la vente d'un modeste domaine ayant appartenu au défunt cousin d'Archibald Renshaw. L'héritage avait été liquidé et les fonds distribués. Au bas de l'article, une note manuscrite. Il semble qu'aucun testament n'ait jamais été formellement rédigé. La succession est revenue à la couronne. Miss Marple posa la lettre. Donc, en fin de compte, tout le drame, la fureur de Marjorie, la protection d'Harold, le bouleversement du village, avait eu lieu à cause de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. C'était, à sa manière, parfaitement tragique et parfaitement humain. Elle retourna à son tricot, le doux cliquetis des aiguilles remplissant l'air comme une horloge. Hemsley on Wire allait perdurer, avec de nouvelles fêtes, de nouveaux ragots, de nouvelles couches de civilité et de secrets. Et Miss Marple serait là, comme toujours, écoutant doucement, souriant poliment et observant tout, car le mal, elle le savait, ne vient pas toujours avec éclat. Parfois, il arrive avec une cravate, et un compliment, dans une serre au milieu des géraniums. Et parfois, la chose la plus dangereuse de toutes, c'est la blessure laissée par un mot doux non dit.